La caméra, ça va là? C'est bon? Oui, oui. Bonjour. Alors, je Ok. suis Chloé Morel. Je suis membre du comité d'organisation du prix lycéen du livre d'histoire et j'interviewe Patrick Cabanel. Bonjour, monsieur. Donc, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et vous avez écrit et publié en 2019 le livre La maison sur la montagne, le coteau fleuri, qui fait partie de la sélection des 5 livres en lice pour le prix. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue cette idée d'écrire cet ouvrage? Cette idée vient de livres précédents. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des protestants et puis également sur l'histoire des protestants qui ont contribué à lutter contre l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus et surtout à sauver des juifs au moment de l'occupation, du régime de Vichy, de la Shoah. Et j'avais donc écrit un livre précédent sur les protestants dans les années 1930 et 1940 et j'avais découvert à cette occasion une organisation aujourd'hui très connue pour l'aide qu'elle apporte aux immigrés, aux sans-papiers, aux réfugiés politiques, qui s'appelle la CIMAD. Mhm. Et la CIMAD avait commencé son histoire en 1939, d'abord pour aider les Alsaciens protestants qu'on avait exfiltrés en quelque sorte d'Alsace vers le Limousin, parce qu'on pensait que la guerre allait éclater à la frontière avec l'Allemagne. Et ensuite, en 1940, la CIMAD est passée de l'aide aux Alsaciens à l'aide aux Juifs dans les camps d'internement de Vichy, et puis elle a réussi à faire sortir un certain nombre de Juifs pour cette maison d'accueil qui était située à la montagne, en Haute-Loire. Et les archives de la CIMAD étaient tellement riches, tellement émouvantes. En outre, c'est aussi, c'est intéressant, c'est une histoire de femmes. Ce sont les jeunes femmes de la CIMAD sont à l'époque presque exclusivement des militantes. Il n'y a pas d'hommes. Les hommes sont au service militaire et ensuite ont été mobilisés et puis sont quelquefois dans les camps de prisonniers. Et donc, ce sont des femmes qui sauvent des juifs dans cette maison. Mhm. Très bien. Et donc, vos sources pour écrire ce livre, j'imagine, c'était donc les archives de la CIMAD que vous avez utilisées, c'est ça? Oui, essentiellement. Les archives de la CIMAD ont été déposées à ce qu'on appelait la BDIC à Nanterre, qui maintenant s'appelle la Contemporaine, qui est la grande bibliothèque d'archives des sources de l'histoire du XXe siècle. Et à côté donc, de ces très riches archives de la CIMAD à Nanterre, il y a aussi un dépôt d'archives à Genève, ça peut paraître curieux, Mhm. dans ce qu'on appelle le Conseil œcuménique des Églises, parce Mhm. que ce sauvetage des Juifs s'est beaucoup fait dans les réseaux internationaux protestants et a énormément joué entre la France et la Suisse. Voilà. Ah oui, Chacun sait que la d'accord. Suisse francophone, notamment à Genève, est très protestante et très liée depuis le XVIe siècle avec le protestantisme français. Très bien. Donc, les archives de la CIMAD, il y avait beaucoup de documents, c'était riche à la BDIC, vous aviez beaucoup de Oui, cartons d'archives. D'accord. oui, et en particulier, il y avait deux choses très émouvantes. D'une part, il y avait les lettres que ces toutes jeunes femmes qui s'occupaient de sauver des Juifs écrivaient à leurs dirigeantes, Madeleine Barrault, des lettres parfois, je dirais, très, très naïves, qui disaient les difficultés, les tristesses, les joies. Il y a également des photographies de l'époque. Et puis, j'ai même trouvé le livre de comptes, ce qui permet, alors là, je dirais que c'est moins émouvant, entre guillemets, mais ça permet de savoir combien, ça a duré 2 ans, hein, plus de 2 ans, Mhm. combien ça coûte de sauver au quotidien, de soigner, de vêtir, de divertir, de nourrir quelques dizaines de gens qui sont des gens quelquefois âgés, des intellectuels, des gens qui ne savent pas comment travailler à la campagne. Et voilà, sauver des gens, c'est pas seulement un geste, je dirais, d'une minute pour éviter une rafle. Sauver des gens pendant 2 ans, c'est une affaire qui est très longue, qui demande beaucoup d'argent, beaucoup de disponibilité, et tout est dans ces livres de comptes. Très bien. Et alors ensuite, une fois que vous avez regardé toutes ces archives, comment vous avez fait pour transformer tous ces documents d'archives en un livre, pour faire l'écriture, passer à l'écriture? Vous avez synthétisé, comment avez-vous construit l'écriture de ce livre?
Alors, dans un premier temps, j'ai commis une erreur de naïveté. Je croyais que ça serait une histoire, je dirais, idyllique. Voilà, la maison sur la montagne, ça renvoie à un psaume célèbre dont on est dans l'histoire juive, on est dans la culture juive et dans la culture protestante, qui est une culture très hébraïsante. Et donc, je Mhm. croyais que ça serait, voilà, une très belle histoire, un refuge à la montagne, un refuge bucolique. Et j'ai découvert que c'était une histoire qui n'était pas facile, parce que, évidemment, il y a la traque par les autorités de Vichy essentiellement, plus tard par les Allemands. Il y a la difficulté de vivre sur la montagne, c'est très froid, il y a des hivers qui sont redoutables. On est à 1000 mètres d'altitude et donc cette histoire n'est pas toujours bucolique, elle n'est pas toujours idyllique, mais c'est une sorte, je dirais, comment peut-on au quotidien inventer la survie, la vie d'une communauté qui est très artificielle. Il y a quelques républicains espagnols, essentiellement des juifs allemands, des intellectuels essentiellement, et ces gens-là vivent en quelque sorte en vase clos, en huis clos. On pense à à la phrase de Sartre. Moi, j'imaginais plutôt quelque chose de très littéraire. Je pensais que ça serait comme La montagne magique de Thomas Mann ou comme les pièces de théâtre de Tchekhov. Alors c'est assez littéraire en même temps, c'est très concret. Et comment bâtir ce livre? J'avais toutes les sources disponibles, et notamment les lettres écrites par les jeunes femmes de la CIMAD, quelques documents aussi, quelques lettres écrites par des réfugiés juifs, moins nombreuses. Et à partir de là, j'ai essayé d'écrire une sorte de journal de bord d'une communauté donc qui n'était pas idyllique, mais qui était embarquée dans une sorte de, comment dirais-je, de navire enfermé sur lui-même, qui voguait à 1000 mètres d'altitude. L'été, c'est magnifique. L'hiver, on est vraiment, alors, on sort d'une période de confinement. Vous imaginez ce que peut être la vie d'une communauté de 80 personnes traquées par les Mhm. autorités, Mhm. enfermées à 1000 mètres d'altitude avec quelquefois 1 mètre de neige dehors. Ah Voilà, oui. c'est une Mhm. société totalement, je dirais, à côté et en même temps guettée par la persécution et qui, on peut le dire, a totalement survécu d'ailleurs. Il n'y a pas eu de perte. Ah, très bien. Et du coup, votre livre, comment il s'inscrit dans l'historiographie déjà existante sur ces enfants cachés? Il y a eu les enfants d'Isieux, par contre, qui ont péri, je crois. Quel est l'apport, comment concevez-vous cet apport nouveau à l'historiographie sur ce domaine-là? Alors, je pense qu'on pourrait dire deux choses. La première, aujourd'hui, on travaille depuis si longtemps sur la Shoah, mais depuis maintenant, je dirais une vingtaine d'années, on travaille aussi sur ceux qui ont échappé à la Shoah, sur les réseaux, les justes, hein, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on appelle les justes parmi les nations, c'est-à-dire ces non-juifs qui ont sauvé des juifs et qui ont été reconnus officiellement par l'État d'Israël. Et toute une série de ces jeunes femmes qui ont sauvé les Juifs ont été reconnus comme justes. Donc c'est l'idée que la Shoah, c'est pas seulement l'histoire de la Shoah, c'est pas seulement l'histoire d'une perte, d'un désastre, c'est aussi l'histoire des entreprises de sauvetage, de salut, de croisement entre destin juif et destin de non-juifs. Et l'autre élément, il y a un livre qui a été écrit sur ça, un livre collectif, c'est l'idée qu'on peut tenter de faire une micro-histoire de la Shoah, Mhm. une micro-histoire du sauvetage. Et là, ça joue sur des effectifs qui sont très réduits. Les sauveteurs, c'est une vingtaine de personnes, tout compris, des jeunes femmes, deux ou trois pasteurs qui les aident. Et puis, c'est l'histoire. Au total, il y a 150 personnes qui ont été sauvées. Pas plus, pas moins. Et c'est un seul lieu, c'est une seule maison. Voilà, donc c'est l'idée qu'on peut faire aussi l'histoire du sauvetage et qu'une bonne façon de le faire, c'est pas de jouer sur les grands effectifs, c'est de jouer sur voilà, une micro-histoire, une maison dans un domaine rural, ce qu'on appelle le plateau de la Haute-Loire, qui est un plateau protestant, sur 2 ans. Pas plus, Mhm. pas moins. D'accord. Et à l'arrivée, 20 sauveteurs, 150 personnes sauvées. Mhm. Très bien. Et alors, la dernière question, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à des lycéens, justement, des jeunes de 17, 18 ans, de lire votre livre? Ouais, comment le dire, entre guillemets, c'est une belle histoire, puisque Mhm. c'est une histoire de générosité qui s'est montrée efficace. Et puis, ça peut montrer aussi, si ces lycéens aiment l'histoire, ça peut montrer que
pour faire de l'histoire, il n'est pas nécessaire, je dirais, de brasser toujours de grands chiffres, de se lancer dans une grande synthèse, qu'on peut faire une histoire du quotidien, du tout proche, et que des maisons comme celle-là, il y en a eu d'autres, hein, soit avec les Juifs, soit avec les républicains espagnols, avec des enfants. Et donc, voilà, faire de l'histoire, ça peut être aussi quelque chose de très simple et leur dire combien, et ça c'est vrai que c'est très vrai pour l'histoire contemporaine, ça serait peut-être moins vrai si on fait de l'histoire médiévale ou antique, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai préféré la contemporaine, parce que moi ce qui m'angoisse comme historien, ce serait de manquer d'archives. En histoire contemporaine, l'archive, elle est extrêmement riche, je dirais qu'elle n'arrête pas de s'accumuler. J'ai fait aussi, je ne le savais pas, il est encore possible de faire des enquêtes orales, il reste encore d'anciens enfants cachés. Donc voilà, c'est de dire aux historiens, en contemporaine, on n'est jamais à bout de ressources et c'est quelque chose de formidablement excitant. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Cabanel, pour ces propos très intéressants et qui vont sûrement inciter les lycéens à lire votre livre. Merci. Merci à vous. Alors, je coupe l'enregistrement.